Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'intéressant. Éric Larchevêque, le créateur de la marque Ledger, vous aurez un lien dans la description, un lien affilié. Ledger, c'est reconnu comme étant, alors selon les classements, numéro un ou numéro 2, en tout cas, l'une des solutions les plus reconnues au niveau international. Alors, je tiens à préciser que les gens qui veulent absolument être dans l'open source, et je les comprendrai tout à fait, Ledger n'est pas totalement open source, donc faut être honnête avec ça. Si vous voulez de l'open source, je vous mettrai un lien dans la description vers des solutions open source. Mais je dirais que dans la plupart des cas, Ledger fait le job, et en tout cas, il y a énormément de gens qui ont confiance en Ledger, mais voilà. Comme je l'ai dit, il y a un lien affilié dans la description, donc ça veut dire, c'est un lien de parrainage, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'affiliation. C'est-à-dire que si vous passez par mon lien, éventuellement, peut-être que j'aurai une commission. Je dis bien éventuellement, parce que, étant donné que j'ai très peu de trafic sur la chaîne, je n'ai jamais gagné de commission. Je crois que j'ai dû gagner quelques centimes grand maximum. Voilà. À la limite, je préfère que vous passiez par mes liens d'affiliation pour les autres choses que par mon lien Amazon qui est assez faible. Mais bon, bref. Cette vidéo, elle n'est pas pour parler de ça. Cette vidéo, elle est pour parler de la fameuse taxe Zuckman. Donc, Éric Larchevêque, ah oui, j'ai pas précisé pour ceux qui ne savent pas. Ledger, c'est une entreprise, si vous voulez, c'est une clé USB qui vous permet de sauvegarder vos bitcoins. Et comme il a créé ça en 2014, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, c'était un pionnier, et donc du coup, comme il avait créé ça en même temps qu'il avait créé la maison du Bitcoin à Paris, qui était le seul magasin physique où vous pouviez acheter des bitcoins, etc., et même je crois que c'était le seul en Europe à l'époque, eh bien, il a gagné beaucoup d'argent. En tout cas, son entreprise, voilà, c'est ça le débat. Son entreprise a fait beaucoup de valeur, c'est ce qu'on appelait une licorne, elle a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Euh, il est devenu très célèbre, et je crois qu'en ce moment, il participe à l'émission Qui veut être mon associé ou quelque chose comme ça. Il est déjà apparu dans des formations de Yumi Denzel, donc il est très 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 connu maintenant du grand public, parce que parmi l'univers de la crypto, ça fait, de toute façon, c'est l'un des tauliers en France. Et il faut savoir que récemment, l'un de ses employés a été attaqué, parce qu'il y a beaucoup d'attaques en France contre les gens célèbres de la crypto, ce qui est très problématique. Et donc, il prend la parole par rapport à la taxe Zuckman. Alors, on va mettre les choses au clair. Je ne suis pas un économiste. Par contre, je sais que les économistes, c'est un peu comme les religions, si vous voulez. Chacun va prêcher pour sa chapelle. Ce n'est pas objectif, c'est pas comme les mathématiques ou la physique où on peut faire une expérience qui peut mettre tout le monde d'accord. Donc, je pars du principe que Zuckman n'a pas la science infuse et que Éric Larchevêque non plus. Avec une petite différence tout de même, c'est que Éric Larchevêque, il a quand même été exposé au monde réel, puisque son argent, il l'a gagné, entre guillemets, grâce au marché, c'est-à-dire en confrontant ses produits et ses services aux clients, aux gens, alors que Zuckman, c'est simplement un prof d'économie, d'une certaine manière. Donc son argent, il ne l'a jamais gagné en le confrontant au marché, parce qu'en plus, c'est un prof d'économie dans une institution publique, dans une école. Il n'est pas prof particulier, il ne vend pas ses coachings ou je sais pas quoi. D'accord. Donc il a un salaire fixe qui tombe. Et c'est radicalement différent. C'est encore aujourd'hui en France, la majeure partie des gens sont des salariés, et donc du coup un salaire fixe qui tombe. Ça ne veut pas dire que c'est la fête, mais ça veut dire qu'il y a une régularité. D'accord. Il y a une certaine stabilité. Alors que l'entrepreneuriat, les travailleurs indépendants, que ce soit les auto-entrepreneurs qui touchent 3 francs 6 sous au lance-pierre, ou les gens qui ont réussi comme lui, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il n'a pas pris des risques et compagnie. Le fait de ne pas avoir d'argent, c'est-à-dire être pauvre, ça ne fait pas de vous une personne vertueuse, et le fait d'avoir beaucoup d'argent, ça ne fait pas de vous une personne vicieuse.
Il y a des personnes vertueuses et des personnes vicieuses parmi les gens qui sont pauvres, et il y a des personnes vertueuses et des personnes vicieuses parmi les gens qui sont riches. Et en plus, je dirais que c'est même pas aussi binaire que ça, c'est-à-dire que c'est un gradient et puis ça peut évoluer, d'accord? Donc, je vous invite déjà à voir sa vidéo, il détaille sa situation, mais je vous invite aussi également à faire acte de prudence, parce que ben, c'est sa vidéo, il expose sa vision des choses et ainsi de suite. Moi je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un débat, mais néanmoins, c'est pas forcément le débat qui est la meilleure option pour pouvoir garantir la vérité. Parce que malheureusement, dans les débats, très souvent, ben, ça va être un petit peu de l'esbrouf dans le sens où voilà, c'est un combat, mais c'est pas une discussion avec un commun accord pour rechercher la vérité. C'est un combat, et donc un combat, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Or, nous, le public, les gens qui sommes concernés par cette situation, nous, ce que nous devrions chercher, plutôt que de chercher à savoir qui va gagner, c'est nous devrions chercher comment obtenir plus d'accès à la vérité. Et donc, pour ça, j'ai eu l'idée de demander aux intelligences artificielles. Donc, j'ai demandé à Gemini, Google Gemini et à Grok. Donc, j'ai demandé à Google Gemini, qu'est-ce que la taxe Zuckman? Peux-tu expliquer ce que dit Éric Larchevêque? A-t-il raison? Dit-il la vérité? Analyse sa vidéo. Alors il me dit, la taxe Zuckman est une proposition de taxe sur la richesse des ultra-riches, suggérée par l'économiste Gabriel Zuckman. Il s'agit d'un prélèvement annuel de 2% sur le patrimoine des personnes détenant plus de 100 millions d'euros d'actifs, dans le but de s'attaquer à l'inégalité fiscale où les grandes fortunes paient proportionnellement moins d'impôts que la classe moyenne. Dans la vidéo, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, s'oppose à cette taxe. Il explique que sa fortune est principalement une plus-value latente liée à la valeur de son entreprise, Ledger, et non de l'argent liquide. Donc ça, pour que ça soit très très clair, ce qu'il nous dit, c'est que en fait, l'argent qui est censé, enfin son patrimoine, quoi. C'est-à-dire la façon dont il est classé parmi les riches, c'est l'évaluation de son patrimoine, c'est-à-dire l'évaluation de sa part dans l'entreprise Ledger. Il faut comprendre que l'entreprise Ledger, contrairement, je sais pas moi, à Michelin ou à d'autres entreprises qui sont cotées en bourse, l'entreprise Ledger n'est pas cotée en bourse. Donc ça veut dire que, puisque l'entreprise elle est en activité et que l'entreprise ne verse pas de dividendes, en fait, il ne reçoit pas d'argent de cette entreprise. Il ne reçoit pas d'argent de cette entreprise. Il n'est pas salarié de l'entreprise. Il détient l'entreprise. Si vous voulez, c'est comme si vous êtes propriétaire de votre maison et vous auriez une entreprise dans cette maison qui ne serait pas votre entreprise, qui serait l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et vous êtes simplement le propriétaire des lieux, en fait. Voilà. Donc il ne reçoit pas d'argent de cette entreprise. Donc ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est que s'il voulait payer cette taxe Zuckman, il serait obligé de vendre. Et que pour vendre, ça coûterait pas mal d'argent parce que la procédure serait assez complexe. Si vous avez une entreprise qui est cotée en bourse, pour vendre, vous pouvez le faire depuis votre smartphone. Et c'est très facile à faire. Si l'entreprise n'est pas cotée en bourse, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, d'un point de vue de la logique, c'est pas logique, parce que ça veut dire que vous êtes propriétaire, et pour pouvoir payer l'impôt, il faudrait que vous deveniez moins un propriétaire. Donc c'est pas très logique. Voilà, donc ses principaux arguments sont les suivants. Illiquidité de sa fortune. Il affirme qu'il n'a pas les millions d'euros nécessaires pour payer la taxe car sa richesse est sur le papier. Pour payer, il devrait vendre ses actions, ce qui est compliqué car la société n'est pas cotée en bourse. Il mentionne qu'une telle vente se ferait avec une forte décote. Oui, parce que ça aussi, même si c'était coté en bourse, quand on vend une action, ça a une incidence sur le marché, en fait. Le fait de vendre une action, ou le fait de vendre une crypto, c'est pareil, ça envoie un signal qui fait mécaniquement baisser l'action ou la crypto, sauf si, à ce moment-là, il y a plus de gens qui achètent. D'accord? Donc vous n'avez pas la main dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit ça a telle valeur sur le marché, ouais, mais en fait, c'est une valeur qui est instable. Ce deuxième argument, c'est le risque pour l'entreprise et l'entrepreneur.
Selon lui, la taxe forcerait les entrepreneurs à vendre des parts de leur entreprise chaque année, diluant ainsi leur contrôle et leur participation. Il argumente qu'une telle situation peut conduire à la ruine si la valeur de l'entreprise baisse. Donc en fait, l'analogie, ce serait de dire que si à chaque fois que vous devez payer vos impôts, vous devriez vendre une partie de votre maison, une partie des choses qui vous appartiennent, ce serait tout aussi absurde en fait. Argument numéro 3, la volonté de décourager l'entrepreneuriat. L'archevêque soutient que la taxe Zuckman vise à détourner le débat public en désignant les riches comme un ennemi commun. Il la considère comme une forme de collectivisme et estime qu'elle punit la réussite et décourage la création de la valeur et de l'investissement. Alors moi, ce que je dirais d'abord par rapport à ça, c'est que il faut définir qu'est-ce que c'est riche et surtout faire une distinction entre le riche d'héritage, par exemple. Je pense à la fille de Bettencourt. La fille de Bettencourt, elle est riche, mais sauf qu'elle n'a pas travaillé pour ça. Elle a simplement hérité de la fortune de sa mère. Et là, pour le coup, ce serait plus moralement justifiable d'essayer d'aller taxer ce genre de personnes. Parce que elle n'a pas fait un travail pour hériter. Alors que Éric Larchevêque, quand même, en 2014, faut arrêter de déconner. Les crypto-bros, comme on dit, les crypto-enthousiastes, ils étaient traités de tous les noms, on les considérait comme des voyous, comme des scam arnaqueurs, comme des criminels, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas parce que maintenant, ça y est, tout le monde parle que de Bitcoin, tout le monde se dit il y a moyen de devenir riche, etc. Il faut se rappeler qu'il a fait sa traversée du désert. Moi je me rappelle, comme je vous l'ai déjà montré sur cette chaîne, la maison du Bitcoin, ils offraient de la valeur gratuitement. C'était en libre accès, on pouvait se former, avoir des explications et ainsi de suite. Et c'était un gros risque qui a été pris. Donc non, là-dessus, on peut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas Bernard Arnault, il n'a pas bénéficié d'un contact au gouvernement pour qu'il ait une aide pour pouvoir créer son entreprise. D'accord? C'est pas Xavier Niel, il n'a pas fait du Minitel Rose pour monter son truc. Donc, on peut pas mettre tous les riches dans le même panier, comme on peut pas mettre tous les pauvres dans le même panier, en fait. Et ça, c'est ça qui est dangereux, en fait, cette stigmatisation de dire, voilà, toi t'es dans tel groupe, toi t'es dans tel groupe, et voilà. Et on regarde même plus la singularité. Parce que là, je suis désolé, mais alors, j'ai peut-être un biais parce que moi je m'y suis intéressé, mais justement, je sais ce que c'était que de prêcher dans le désert. Alors qu'en plus, le comble de l'ironie, c'est que les gens qui sont plutôt à gauche, les gens qui sont plutôt la pensée marxiste, plutôt égalitaire, etc., auraient dû, et je l'ai déjà montré sur cette chaîne, ils ont été approchés par Jacques Favier, qui est allé leur expliquer comment ça marche. Ils auraient dû comprendre que Bitcoin, c'est la démocratisation, ou on pourrait le dire autrement, la socialisation de l'accès à la finance. Et là, ce Zuckman, dans ce sens-là, moi je ne connais pas Zuckman, mais cette personne-là, on va voir, moi je vais dire, voilà, je vais accorder le bénéfice du doute, on va voir comment est-ce que Zuckman répond à Éric Larchevêque. Si Zuckman est quelqu'un d'intelligent et d'honnête, je dis bien, c'est deux adjectifs, intelligent et honnête, il devrait répondre favorablement à Éric Larchevêque. Parce qu'à minima, il devrait se renseigner euh, sur Bitcoin et ainsi de suite. Voilà. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de décourager l'entrepreneuriat. C'est que mon avis, hein, ça n'est pas étayé par des faits. Donc vous me direz dans les commentaires si vous avez... Mais moi je pense que Zuckman, c'est quelqu'un qui a un peu le melon et qui voulait avoir son nom comme ça. Voilà. Et qui a été poussé par d'autres personnes également. Oui, voilà. Et enfin, le quatrième argument, c'est pas un argument, c'est sa solution alternative. Il avance que le véritable problème n'est pas le manque de revenus fiscaux, mais l'obésité de l'État et ses dépenses excessives. Il propose de réduire le train de vie de l'État plutôt que de taxer les plus riches. Alors moi je dirais une réponse à plus mesurée. Je dirais qu'effectivement il a raison, qu'il faut faire... Il faut désengraisser l'État. Arrêter les frais de bouche, arrêter les logements de fonction, les chauffeurs, les machins, tous ces trucs, tout ce falbala. Je l'ai déjà dit plein de fois. Ils ne devraient pas utiliser tous les bâtiments publics de qualité, genre l'Élysée, Matignon, etc. Même l'Assemblée nationale. Tous ces lieux-là qui sont des magnifiques bâtiments devraient être utilisés en tant que musée, gratuit pour les Français, payant pour les étrangers. Pourquoi? Pour que les citoyens français puissent admirer leur patrimoine et que les étrangers financent ce patrimoine.
Voilà. Parce que de toute façon, dans la vraie vie, l'État, il travaille comme tout le monde sur des ordinateurs, donc il peut faire des visioconférences, pas besoin de faire 15 000 déplacements, il n'a pas besoin de prendre l'avion et compagnie, et ils peuvent travailler beaucoup plus efficacement de cette manière-là, ou alors se retrouver dans des appartements modernes, normaux, et ils n'ont pas besoin d'être dans des bâtiments qui coûtent une blinde parce qu'il faut la décoration, parce qu'il faut les gardes, les serviteurs et compagnie. Non, il n'y a pas de serviteurs. C'est eux qui sont censés être les serviteurs de l'État. Alors quant à savoir s'il a raison ou s'il dit la vérité, je ne suis pas en mesure d'analyser la validité de ses arguments économiques et de ses opinions politiques. Les débats sur la taxe Zuckman opposent différents points de vue sur l'économie, la justice sociale et les mécanismes fiscaux. Et les experts ne s'accordent pas sur ses conséquences potentielles. Voilà, donc là il me met un lien vers une vidéo de France Culture qui sera forcément orientée à France Culture. Ils sont financés par l'État, donc ils ne peuvent pas avoir un point de vue objectif. Enfin, à un moment donné, il faut aussi appeler un chat un chat. Donc après, j'ai insisté, j'ai posé la question, est-ce que Éric Larchevêque dit la vérité? Et là, il dit, je ne peux pas déterminer si Éric Larchevêque dit la vérité au sens absolu du terme. Mon rôle est de fournir des informations et non de juger de la véracité de ses opinions. La question de la vérité dans ce contexte est complexe car ses déclarations incluent des faits personnels. Il affirme que sa fortune est principalement composée d'actions non liquides de sa société Ledger et non d'argent comptant. C'est une situation commune pour les entrepreneurs. Il est possible que ces affirmations sur la nature de sa richesse soient exactes, mais je ne peux pas le vérifier directement. 2. Des prédictions économiques, ces arguments selon lesquels la taxe serait ruineuse pour les entreprises et entraînerait une fuite des capitaux, sont des prédictions sur les effets futurs de la politique fiscale. Ces prédictions sont au cœur du débat économique sur les taxes, sur la richesse. Non mais là, faut être objectif. La plupart des gens qui gagnent beaucoup d'argent en France, et en particulier les entrepreneurs, ils cherchent à se barrer de France. C'est clair et net. Et encore plus les gens dans l'univers de la crypto. 3. Des opinions politiques et idéologiques. Ces déclarations qualifiant la taxe de collectivisme ou de vol sont des opinions. Oui, je pense que Eric Larchevêque a fait une erreur de dire que c'est une vision marxiste, etc., et de critiquer le marxisme. Je pense que c'est une erreur dans sa défense. Le débat autour de la taxe Zuckman oppose des économistes et des experts. Certains, comme Gabriel Zuckman, estiment que les craintes de fuite des capitaux sont exagérées et que la taxe est un moyen efficace de réduire les inégalités. Non mais attends, là Zuckman, il vit sur une autre planète. Euh, Avant la taxe Zuckman, les entrepreneurs euh, euh, sont déjà en train de dire depuis longtemps que la France est le pays qui taxe le plus au monde. Et encore une fois, on en revient toujours au même. C'est que ce débat-là n'existerait pas s'il y avait une qualité des services publics, s'il y avait une qualité de vie. Mais là, le problème, c'est que la France devient l'un des pays les plus dangereux, si ce n'est le plus dangereux d'Europe. Le système de santé est déplorable, le système éducatif est catastrophique. Donc, il y a tout qui part en hybride. Donc, c'est logique que les gens ils veulent se barrer. Et surtout, c'est ceux qui peuvent se barrer, ce sont ceux qui ont les moyens. Donc, c'est totalement débile d'aller essayer de les racketter. Bon, c'est la pire idée qui soit. D'autres partagent l'avis d'Éric Larchevêque, arguant que de telles mesures découragent l'investissement. Tous les entrepreneurs du web, déjà, ils sont tous team Éric Larchevêque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, du coup, j'ai demandé aussi à Grok. Donc, je lui ai posé la même question. Qu'est-ce que la taxe Zuckman? Peux-tu expliquer ce que dit Éric Larchevêque? A-t-il raison? Dit-il la vérité? Analyse sa vidéo. Alors, qu'est-ce que la taxe Zuckman? La taxe Zuckman désigne une proposition d'impôt formulée par l'économiste français Gabriel Zuckman, professeur de l'université de Californie à Berkeley et directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Moi, je me pose la question, comment ça se fait que ce soit un mec, alors certes, il est français, mais il est à l'université de Berkeley. Donc, je sais pas, il est quand même un peu mal placé pour parler de la fiscalité en France, quand même. C'est assez hallucinant, quand même. De tous les professeurs d'université qu'il y a en France, il faut qu'on aille chercher des gens qui soient à l'étranger. C'est étonnant, quand même. Elle vise à instaurer un impôt plancher annuel de 2% sur les patrimoines des ultra-riches, plus précisément sur les ménages dont le patrimoine net dépasse 100 millions d'euros. Cette mesure s'appliquerait à environ 1800 foyers fiscaux en France et inclurait non seulement les actifs liquides, immobiliers et placements, mais aussi les biens professionnels comme les actions non cotées ou les parts d'entreprise, contrairement à l'ancien ISF, impôt sur la fortune, qui les excluait. L'objectif est double.
Réduire les inégalités. Zuckman argue que les milliardaires paient souvent un taux d'imposition effectif très faible, parfois inférieur à 1% de la richesse totale, en raison d'optimisation fiscale et de la focalisation des impôts sur les revenus plutôt que sur le patrimoine. 2. Générer des recettes. Selon ses estimations, cette taxe rapporterait environ 20 milliards d'euros par an en France, ce qui pourrait aider à financer des services publics ou à réduire la dette sans alourdir la fiscalité des classes moyennes. Pour réduire la dette, on revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut dégraisser le mammouth. Zuckman plaide pour une coordination internationale via l'OCDE ou l'UE pour éviter l'exil fiscal avec un bouclier obligeant les exilés à payer l'impôt plutôt pendant plusieurs années après le départ. Cette idée a gagné en popularité en 2025, soutenue par une majorité d'opinion publique, 86% des Français, selon un sondage cité par l'archevêque lui-même. Et des figures de gauche comme les écologistes ou les socialistes, mais elle divise les économistes et les entrepreneurs. Non mais, demandez aux Français s'ils sont d'accord avec ça, il faut voir comment la question est posée. Parce que si la question est posée en mode est-ce que vous préférez qu'on taxe les riches plutôt qu'on augmente les impôts, évidemment que tous les gens ils vont dire oui, on préfère qu'on taxe les riches. C'est malhonnête. C'est très malhonnête de faire ça comme ça. La question c'est pas de savoir est-ce que vous préférez qu'on taxe les riches ou qu'on augmente les impôts. La question c'est de savoir que fait l'État avec l'argent des impôts. C'est ça la question. La question centrale, c'est comment ça se fait que le pays qui taxe déjà le plus au monde soit dans une situation aussi catastrophique. Comment est-ce que des pays qui ont objectivement beaucoup moins de richesses soient beaucoup mieux organisés? C'est ça la vraie question, en fait. Ce que dit Eric Larchevêque dans la vidéo. La vidéo que vous mentionnez, publiée autour du 18 septembre 2025, non, en fait elle a été publiée aujourd'hui, je sais pas pourquoi, est un extrait d'intervention d'Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, leader mondial des portefeuilles crypto, lors d'un événement et d'une interview relayée par des figures comme Laurent Bibas, fondateur de Payfit. Elle dure environ 5-7 minutes. Pas du tout, elle dure 35 minutes. Ah, là, il hallucine complètement. Et se concentre sur les impacts négatifs de la taxe Zuckman, sur l'écosystème entrepreneurial français, je pense, parce que je crois qu'il avait déjà fait... Ah non, c'est pas ça. Il a été interviewé sur le Figaro, je crois. Ouais, je crois que c'est à celle-là qu'il faut référence. Elle fait 8 minutes. Ouais, c'est ça. C'est à celle-là qui fait référence, en fait. Bien que je n'ai pas accès direct à une transcription verbatim, ouais, donc c'est ça, il n'a pas accès à la vidéo. Les outils de recherche n'ont pas renvoyé de script, de transcript général. Le contenu est cohérent avec les déclarations publiques de Éric Larchevêque dans d'autres médias, RTL, JDD, LinkedIn, X, etc., sur le même sujet. Et le lien partagé met l'accent sur le danger pour l'innovation. Point clé de ses arguments dans cette vidéo, ses interventions connexes. Son patrimoine est virtuel et illiquide. L'archevêque explique qu'il figure parmi les 500 personnalités les plus riches de France, avec un patrimoine estimé à 375 millions d'euros, mais que cela provient exclusivement d'actions non cotées dans Ledger valorisées à plus d'1 milliard sur le papier. Ces actions ne génèrent aucun revenu liquide, ni dividende, ni salaire élevé, son revenu annuel est de 0. Taxer 2% reviendrait à lui imposer 7,5 millions d'euros par an, qu'il devrait trouver en vendant des parts, ce qui diluerait son contrôle de l'entreprise et risquerait de déstabiliser Ledger. La taxe existe à cause d'un problème plus profond. Selon lui, les entrepreneurs comme lui ne payent pas assez d'impôts sur le revenu parce que la fiscalité française, taux marginal à 45% plus prélèvements sociaux à 17%, soit environ 60% au total, décourage les dividendes ou salaires élevés. Résultat, ils réinvestissent tout dans l'entreprise pour éviter l'impôt, créant un patrimoine fantôme. La taxe Zuckman est une rustine maladroite qui punit l'épargne productive plutôt que de résoudre le vrai dysfonctionnement. Impact néfaste sur l'économie. Elle met en danger l'innovation, l'investissement et la création d'entreprises. Les fondateurs de start-up comme lui ou Xavier Niel risquent de perdre le contrôle de leur boîte, ce qui freinerait la French Tech.
L'archevêque compare cela à un logiciel marxiste qui revient à punir la réussite et ironise sur le fait que taxer les riches sauvera la France alors que cela pourrait causer des exils ou des ventes forcées. Solution alternative, pour qu'ils paient plus d'impôts, il faut baisser la fiscalité. Des taux plus bas encourageraient les dividendes, la consommation et les investissements, générant plus de recettes fiscales indirectement. Il appelle à une vraie justice fiscale qui cible les liquidités réelles, pas les valorisations théoriques. En résumé, l'archevêque dénonce une mesure inapplicable et injuste, populiste et mal informée, qui ignore la réalité des entrepreneurs tech. Il parle avec franchise en s'appuyant sur son cas personnel et conclut par un appel à la raison. Ne nous trompons pas de combat. A-t-il raison? Dit-il la vérité? Dit-il la vérité? Oui, absolument. Ces déclarations sont factuelles et vérifiables. Son patrimoine est estimé à 375 millions d'euros par challenge, principalement via ses parts dans Ledger. La fiscalité française sur les dividendes est effectivement punitive jusqu'à 60% cumulé, ce qui pousse les entrepreneurs à minimiser les distributions, un phénomène documenté par l'INSEE et l'Observatoire de la fiscalité. Il n'a pas d'historique de fraude fiscale, au contraire, il est transparent sur RTL d'ailleurs, et Ledger paie des impôts substantiels en France. Et c'est vrai, hein. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. En plus, il le dit dans son intervention, il était parti en 2002, il avait quitté la France, parce qu'il avait déjà fait d'autres entreprises avant, etc. Et il était parti pour des raisons fiscales, et il est revenu, et il a créé Ledger en France. Alors que dans le monde de la crypto, il aurait pu tout à fait se barrer à maintes reprises, et il aurait pu ne jamais payer un seul centime d'impôt en France. Il faut bien avoir conscience de ça. Ce mec-là avait toutes les possibilités, et il a encore d'ailleurs les possibilités, de se barrer et de payer 0% d'impôt. Il n'y a pas de mensonge ou d'exagération flagrante, c'est une critique sincère d'un entrepreneur impacté. A-t-il raison? C'est plus nuancé. Son point de vue est légitime mais partisan. Ben oui, évidemment, forcément, il prêche pour sa paroisse. Le contraire serait surprenant. Et le débat oppose deux visions économiques. Voici une vision équilibrée, une analyse équilibrée et basée sur des sources variées, économistes pro et anti. Argument de l'archevêque. Patrimoine illiquide égale injustice. Pour, il a raison. Vrai, pour les fondateurs des startups, valorisation papier ne sont pas monétisables sans vente, risquant de tuer l'entreprise, exemple, cas de Mistral AI ou Ledger. Cela pénalise l'innovation française déjà fragile. Contre, Zuckman répond que c'est précisément le but, taxer les plus-values latentes pour éviter l'évasion via trust offshore. Des mécanismes comme des reports d'impôts ou paiements en actions existent dans d'autres pays, exemple, proposition Biden aux États-Unis. Argument de l'archevêque, haute fiscalité décourage les revenus. Pour, il a raison, factuel, taux marginaux élevés freinent les dividendes, étude OCDE 2024. Baisser les impôts pourrait booster les recettes, il y a croissance, effet d'affaires observé en Irlande. Contre, critique, mais cela ignore les inégalités, les ultra-riches paient souvent moins de 1% de leur richesse en impôts, rapport Zuckman pour le G20. Sans wealth tax, l'évasion persiste, Suisse, Dubaï. Argument numéro 3, le risque d'exil et de frein à l'entrepreneuriat. Plausible, 20% des millionnaires français ont déjà émigré depuis 2012. Baromètre New World Wealth, la tech française valorisée à 100 milliards d'euros pourrait souffrir. Contre, optimiste selon Zuckman, coordination UE rend l'exil inutile, exit tax. Des études IMF montrent que les wealth tax n'ont pas tué la croissance en Norvège ou Suisse, recettes nettes 15-20 milliards d'euros malgré fuite. Non mais alors là, je suis désolé, mais si Zuckman il se permet de comparer la France avec la Norvège et la Suisse, alors là, il faut qu'il regarde tous les indicateurs. Parce que au niveau de satisfaction, c'est-à-dire la sensation de bonheur, la Norvège et la Suisse sont largement au-dessus de la France. Au niveau de sécurité, la Norvège et la Suisse sont largement au-dessus de la France. Au niveau de la qualité des services publics, la Norvège et la Suisse sont largement au-dessus de la France. Au niveau de la qualité de tous les services et confort de vie, la Norvège et la Suisse sont largement au-dessus de la France. Et point qui n'est pas négligeable non plus, c'est que c'est pas du tout les mêmes densités de population. Et c'est pas non plus les mêmes salaires et compagnie. Donc franchement, comparé avec la Norvège et la Suisse, franchement, fallait l'oser. Hein. Les cons, ça ose tout, c'est même pas ça qu'on les reconnaît. Là, Zuckman, il se fout de la gueule du monde.
Euh, Dernier argument, solution, baisser les impôts, cohérent pour la droite libérale, plus de liberté égale plus de richesse partagée, naïf pour la gauche, sans progressivité, inégalité explose, top 1% détient 25% de la richesse, VS 10% en 1980, mieux taxer les holdings ou successions. Bilan. L'archevêque a raison sur le fond pratique pour les entrepreneurs comme lui. La taxe humaine est techniquement complexe et risque de perturber les startups non liquides, comme l'admettent même certains économistes critiques. Exemple, argument sur l'optimisation dans je sais pas quoi. Mais il sous-estime le contexte global. La France a un problème d'inégalité structurelle et une nouvelle taxe coordonnée pour marcher sans tuer l'économie. Exemple, modèle suédois avant 2007. Les économistes sont divisés, Piketty est pour, d'autres comme Éric Pincher sont contre. Mais les sondages montrent un soutien populaire massif en fin de compte. C'est un débat idéologique, punir la réussite ou la taxer pour la justice sociale. L'archevêque défend brillamment son camp, mais une version ajustée de la taxe, exonérer les actifs productifs pourrait réconcilier les deux. Si vous voulez creuser, je vous recommande le rapport Zuckman pour le G20 et ses interviews récentes. Alors, moi je vais vous donner mon point de vue, qui n'est que mon point de vue, je ne suis pas économiste, je ne suis pas entrepreneur à succès comme Eric Larchevêque, mais déjà, je trouve que Zuckman est totalement illégitime sur la question. Le mec n'est pas en France et il parle de taxes en France. Donc ça je veux dire, si c'était un point de vue, je veux bien, mais si c'est une proposition quasiment de loi, non, bah non, bah non. Je dirais, Coco, reviens à Berkeley, reviens en France, viens bien travailler pour la France. Parce que c'est trop facile de dire aux gens, ouais, payez pour la France, quand soi-même on est à l'étranger. C'est comme ça. Je trouve personne ne met ça en avant, moi je trouve que ça c'est assez dérangeant. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, tu veux faire une taxe sur les entrepreneurs, mais qu'est-ce que tu as entrepris? Parce que c'est ça à un moment donné aussi. C'est que c'est comme quand on est des gens au ministère de l'Éducation nationale qui n'ont jamais été dans l'éducation nationale, c'est n'importe quoi. C'est comme si on avait des gens au ministère de la Santé qui n'ont jamais été dans des professionnels de santé. Ça rejoint la critique de l'archevêque par rapport à il faut dégraisser l'État. Il faut non seulement dégraisser l'État, mais il faut aussi mettre de la cohérence à l'État. C'est quoi ces gens qui sont dans des positions qui ne correspondent pas à leur expertise et qui permettent de leur gueule pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire? Bah non. C'est... Et les gens, ne vous laissez pas avoir pour justement cette arnaque qui est de dire dites que vous préférez qu'on taxe plus les riches et que vous augmentez des impôts. Mais évidemment que la question est posée de façon ambitieuse pour que vous soyez 100% d'accord. Ça s'appelle faire diversion. Ça s'appelle faire diversion. Il t'a posé et l'archevêque n'est pas un gros à suivre parce que les gens sont au bout de gras, ce qui est normal. Non, la position que je tiens est une position beaucoup plus critique de dire, non, mais attendez, déjà, est-ce que les gens qui sont en poste, est-ce que les gens qui font des propositions ou qui sont en prise de décision sont légitimes? Pour quel résultat? Non. Pour le cas de la ministre de l'Éducation, non. D'ailleurs, elle l'a dit publiquement. Elle a dit, elle a dit officiellement qu'elle n'était pas légitime. Et voilà. Et c'est pareil quand c'est le cas de rien. Et c'est pareil pour plein d'autres choses en France. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, tout ce qui a réformé, c'est pas ce qui a réformé, c'est l'État. C'est l'État qui a réformé pour que introduire de la cohérence. Les économistes allemands n'ont jamais rien fait dans le monde réel. Cela aussi, ça doit dégager. Arrêtez d'écouter des économistes théoriques. Non, il faut qu'on écoute les choses dans le concret. Les gens qui parlent de leur expertise. C'est ça dont on a besoin pour effectivement faire en sorte que l'équilibre, c'est pas enlever moins, c'est pas enlever plus. Se dit que c'est pas plus, moins, ce n'est pas pour se développer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le fait que les gens issus de l'économie, c'est que dans le logiciel que les gens forment à l'économie, les gens sont